La télé d'ici vous invite ce soir à un grand plongeon dans l'univers du jeu vidéo. On va parler de l'économie des jeux vidéo en Côte d'Ivoire, si économie il y a. On va parler de la taille du marché, si marché il y a. On va parler du nombre d'acteurs, si c'est important que cela, on verra bien. On va aussi parler peut-être en fin d'émission du volet pédagogique des jeux vidéo. On en parle ce soir avec trois adeptes du jeu vidéo. Wilfried Waunois, il est développeur chez Workhead. Sidik Bakayoko, fondateur de Paradise Game et promoteur du FEJA. Et Jean-Claude Vlédé, il est joueur professionnel avec donc ces trois invités. On va parler exceptionnellement ce soir de jeux vidéo. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, la T-Ben sera encore une fois en attraction pour nous offrir deux reprises. Bring It On Home de Sam Cooke et Someone Like You, tube interplanétaire signé Adele, qui sera ce soir signé exceptionnellement par la T-Ben. L'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. La télé d'ici, bonsoir. Bienvenue. Télévivez le jeu vidéo ce soir dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. On a été rejoint donc pour en parler par trois intervenants. Wilfried Waunois, développeur chez Workd et non Workd. Ça va? Bienvenue. Merci beaucoup. On a pensé un peu à LinkedIn, donc comprenez qu'on n'a pas prononcé le di. En tout cas, bienvenue à la télé d'ici. Bienvenue à Sidik Bakayoko. Je rappelle que vous êtes fondateur de Paradise Game et donc promoteur aussi du FEJA, qui est donc, il faut le rappeler d'ailleurs aux téléspectateurs, un forum de jeux vidéo. Exactement. En gros, c'est cela. Exactement. Et vous mettez donc sur une même scène joueurs, développeurs. C'est ça. Et autres acteurs de l'industrie du jeu vidéo. Et autres acteurs. Il y en a beaucoup d'acteurs en Côte d'Ivoire? Quand même, il y en a pas mal, effectivement. Beaucoup de joueurs, un certain nombre de développeurs, pas mal de développeurs indépendants et beaucoup de gens plutôt dans les services. D'accord. Qui viennent aussi d'autres pays, j'imagine, pas seulement en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Parfait. En tout cas, bienvenue. Merci. Merci également à Jean-Claude Vlédé. Alors, c'est marqué ici, est-ce que je prononce bien? Je dois prononcer en arabe ou Serdan? Comment je prononce? C'est ça, c'est Serdan. Serdan, d'accord. Qui veut dire? Serdan, en fait, c'est le nom d'un joueur de foot que j'aime bien. Et au moment de choisir un prénom pour jouer, donc c'est ce nom-là j'ai retenu. Ah bon, il joue dans quel club? Je ne le connais pas. Liverpool. Serdan Chakiri. Ah d'accord, ok, bon. Ok, 1-0. Ça va Pierre? Ça va, merci. Adepte de jeux vidéo? À une époque, ouais. J'en ai joué pas mal, mais un peu moins maintenant. D'accord. Pourquoi? Pourquoi ça a changé? Question de temps. Alors ça dépend si on parle jeux vidéo sur console. Mais du coup, sur téléphone, ouais, je peux me laisser aller à quelques petits trucs de temps en temps. Est-ce que ça rentre en ligne de compte, les jeux sur smartphone et tout? Tout à fait. Tout à fait. D'accord, ok. La vie professionnelle a une incidence, enfin visiblement dans le cas de Pierre, a eu une incidence donc, sur sa pratique du jeu. Est-ce que c'est quelque chose de conciliable quand on travaille beaucoup? Est-ce qu'on a le temps de jouer? Pour moi, il n'y a pas de difficulté parce que ma vie professionnelle, en fait, c'est le jeu, en fait. D'accord, bon. Le jeu est... Out. en même temps. 2-0. 2-0. Alors, sur l'écran, donc, dans mon dos et un peu partout, vous pouvez donc constater l'image du moment, information véritablement virale, donc de brand new PS5 released. Enfin, d'ici la fin de l'année, c'était annoncé pour 2019. Alors, on sait à quoi va ressembler donc la future PS5. C'est quoi vos avis? Vous avez eu le temps notamment de parcourir un peu le caractéristique et tout. C'est quelque chose d'enthousiasmant, de tentant Si, oui. enthousiasmant. Oui, je pense qu'en termes de caractéristiques, ce sera beaucoup mieux que la PS4. Donc, on s'attend à avoir des jeux de meilleure qualité, en termes visuels, un chargement plus rapide des jeux. D'accord. Et bon, je pense qu'il y a un certain nombre de logiciels qui vont venir avec cette console-là, qui vont certainement faciliter ou améliorer l'expérience de jeu. D'accord. C'est ça. Qu'est-ce qui va changer dans nos vies?
Ça, bon, moi, me concernant, moi, non, ça faut change. pas me dire non, moi je suis un joueur professionnel. ça, on sait, hein. Ça, on l'entend. Non, mais moi, me concernant, je suis impatient de découvrir la PS5 parce que ça va vraiment nous envoyer vers une nouvelle ère, dans l'ère de l'e-sport. Parce qu'il faut dire, avec les consoles précédentes, on était un peu dans le gaming. Quand on dit gaming, c'est pas vraiment un monde professionnel. Mais quand on dit de l'e-sport, là, c'est vraiment professionnel. Quand on dit le gaming. Non, le gaming, ça, on a entendu. Le deuxième, c'est... Le e-sport, l'e-sport. Ok, d'accord. L'e-sport, là, c'est vraiment le mot professionnel adapté aux jeux vidéo. Ok, e-sport, ok. Donc, avec cette console-là, il y a toute une sorte d'améliorations qui ont été faites pour amener les gens à être vraiment professionnels. D'accord. Ça va vous éloigner un peu plus de vos familles aussi, non? Non. C'est pas mal. Non, ça va être encore mieux. Dans la console, il y a... Ça va être encore mieux de vous éloigner de votre famille? Non, ça va être encore mieux parce qu'on va passer moins de temps sur la console, puisque les chargements sont beaucoup réduits avec le SSD à l'intérieur. Ouais. Ah d'accord, moi j'ai pas compris ça comme ça, d'accord. Je vais aller Il faut ailleurs. voir le bon côté de la chose. Ça va maintenir des gens chez eux à la maison au lieu d'aller sortir pour aller chercher du divertissement ailleurs. D'accord. Ils vont rester chez eux à la maison. D'accord. Exactement. Oui, mais on dit que la vraie vie dehors, c'est mieux que le virtuel. Ça dépend. C'est mieux d'aller jouer au foot avec ses potes que de se blaguer sur des trucs. Pierre, j'imagine que c'est un champion attaquant de pointe 10 buts par match, non? Non, virtuellement. Je parle de virtuel. Alors, je joue qu'aux jeux de combat et de tennis. D'accord. Voilà. Et là-bas, vous êtes mieux que Jean-Claude Van Damme. Ouais. Indiscutable. Bon, d'accord, très bien. Alors, j'ai sorti cette petite vidéo pour vous, toujours dans la foulée donc, de la révélation de ce à quoi va ressembler donc, la prochaine PS5. C'est Brazinger, voilà. Elle va vous dire un peu ce qu'elle pense de cette affaire de PS5. La PS5, PlayStation 5. Les gars, c'est là maintenant là. Donc vous aussi, vous aimez les trucs. Vous avez vu comment c'est chic de sortir quelqu'un qui a un peu. Vous avez vu. C'est pour nous on parle. Vous allez mettre 100 000 francs dans perruque, 150 000 francs. Mais perruque là on reporte, c'est investissement. Vous préférez la quantité à la qualité. Ça veut dire sortir. Toi seul tu as 4 go. Et puis c'est les go de 2000, les go qui mangent l'eau, les filles qui n'ont pas de dentifrice, c'est des trucs comme ça. Vous n'êtes même pas ambitieux. Maintenant tu fais des posts n'importe comment. La PS5. Même si t'es 4 go, en fait ton team. 6 mois, on réunit l'argent. Ça ne peut pas arriver là-bas. C'est la vie que tu as choisie. Tu t'étonnes pourquoi? Tu fais tout ce que tu as fait là. C'est resté au quartier pour dire ouais, puis tu as vu la PS5, c'est bataille. Mais frère, tu vas pas voir ça. Voilà, la web humoriste, ça va coûter combien cette PS5, on sait ou pas? Non, 300. Pas officiellement, mais les rumeurs parlent d'autour de 500 €. Ça fait 300 et quelques mille francs CFA. D'accord, ok. Ouf, j'ai eu peur. À l'entendre, je pensais que c'est une affaire de millions. Ouais. Bon, donc ça va, tout va bien. Est-ce que vous direz que les Ivoiriens seront des amoureux de jeu, des fous de jeu, ou est-ce qu'on peut encore sauver les meubles? Je dirais des amoureux de jeu. Je pense on peut segmenter un peu, j'ai envie de dire, le nombre de personnes qui jouent, ou le parc de personnes qui jouent. Il y a un certain nombre de personnes qui sont à fond dans les jeux vidéo, donc c'est-à-dire qui pratiquent le jeu vidéo de façon compétitive, lors de tournois, ou même entre amis. Donc pour eux, c'est une passion. Et il y a ceux qui jouent de façon occasionnelle, et voilà, qui vont juste jouer de temps en temps sur leur téléphone portable. Et donc aujourd'hui, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a plus de 2 millions de joueurs de jeux vidéo. D'accord. Des joueurs assidus? Un mélange entre les joueurs assidus et les joueurs occasionnels. Alors, quand Jean-Claude dit qu'il est joueur professionnel, ça veut dire quoi? Que le matin, quand il se lève, dès qu'il se brosse, qu'il prend son petit déjeuner, il est à fond sur le jeu, il arrête à midi, il déjeune, il reprend l'après-midi, il finit à 20h. Ouais, c'est comme... Et il est payé pour ça par mois? Ouais, je suis payé pour ça par mois. Ah bon? Par qui? Par une pizzeria. En fait, c'est un contrat de sponsoring. D'accord, avec une société, d'accord, ok. Donc, non, c'est tout un programme qui est établi. C'est-à-dire, le matin, il y a ce que tu as à faire, par exemple, petites courses et autres, faire ton ménage et tout. Maintenant, après ça, il y a des heures que tu te fixes pour jouer, au fait, en fonction de la connexion. Moi, je joue de 22h à 5h. D'accord. Donc, de 22h à 5h, je suis en train de jouer. Il était mon téléphone pour ne pas être dérangé. Puis, j'essaie d'être compétitif. Je joue en ligne comme je joue en local avec des amis. D'accord. Quel type de jeu? Je joue sur le jeu de foot PES. D'accord. Et vous jouez avec qui ou contre qui? Bon, la plupart du temps, je joue en ligne ou bien je joue avec mes gars chez moi à la maison, en fait. D'accord. Non, mais est-ce qu'il y a une rémunération derrière? C'est ça ma question. Quand on passe de 22h à 5h du mat, c'est un championnat international ou... Non, c'est juste de l'entraînement, en fait. Je m'entraîne pour les événements comme le FEJA. Ok.
Bon, d'accord, ok. Bon, là, je pense que j'ai bien compris, quoi. Alors, Pierre, vous avez préparé quelque chose? Je pense non. Alors, oui, effectivement, comme on le disait, on se posait des questions de savoir combien il y a de joueurs, ce que c'est ce monde-là. Eh bien, il y a quelqu'un qui s'y est intéressé. Donc, on va commencer par regarder l'extrait de ce documentaire qui a été réalisé sur le e-sport, comme on l'appelle. Et puis, après, on va s'intéresser à sa créatrice. Africa have great potential, and I believe if we get there, we can win as much trophies as we want. Alors là, Pierre, il s'agit de la bande-annonce. Il s'agit de la bande-annonce de ce documentaire dans laquelle on peut voir déjà plusieurs éléments. Donc, comment ça se passe sur un point de vue familial, comment l'industrie est organisée. Donc, ça a été réalisé à travers 5 pays. Et donc, c'est Karine Moulot qui l'a réalisé, ce documentaire. Et on va regarder une petite interview dans laquelle on nous explique ce qui a motivé justement la construction de ce documentaire. Très bien. Bonjour, je suis Karine Moulot, la réalisatrice du premier film documentaire sur le e-sport africain dénommé Watch Out. Alors, d'où m'est venue l'idée de faire un tel documentaire? Je pense que tout est parti de ma rencontre avec cet univers. Il y a de cela plusieurs années. Forcément, en tant que cinéaste, on s'inspire à 80% des cas de son environnement immédiat. Et moi, dans mon cas, j'ai eu l'occasion d'assister à un événement e-sport. Je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas. C'était tout nouveau pour moi. J'ai trouvé cet univers très masculin, mais en même temps si passionnant, que je me suis dit que ce serait bien d'en faire un documentaire pour montrer ce que c'est à d'autres personnes qui, comme moi, ne doivent pas savoir ce que c'est aussi, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'en faire un documentaire. Mon regard sur le e-sport africain. Je pense que le e-sport, c'est un secteur d'avenir. Pourquoi? Parce que c'est certes du divertissement, mais c'est aussi un outil d'intégration sociale, et surtout un réservoir d'emploi, ce qui constitue un lot d'opportunités pour la jeunesse africaine. Alors, dans le trailer de Watch Out tout à l'heure, j'ai cru entendre quelqu'un qui disait qu'il s'imagine difficilement voir un Ivoirien battre, je crois, un Sud-Coréen à un jeu et tout. Est-ce à dire que les Ivoiriens sont quasi absents de l'écran radar, même des grands joueurs mondiaux, on peut le dire ou pas? Oui, quand même. Aujourd'hui, malheureusement, les joueurs ivoiriens, même africains de façon générale, n'ont pas accès à certains de ces grands tournois internationaux, ce qui ne leur permet pas de pouvoir confronter leur talent et de voir si effectivement ils sont capables de battre certaines de ces stars-là internationales. D'accord. Et bon, aujourd'hui, c'est encore très difficile d'y arriver. Certains, notamment le joueur que vous avez vu à l'écran, qui lui, à l'époque, habitait en France et qui a eu l'opportunité donc de pouvoir intégrer un de ces circuits de tournois-là et qui a pu battre un des champions internationaux. Donc, c'était l'une des premières fois que ça arrivait, pour ne pas dire la première fois que ça arrivait. Jean-Claude, vous pensez être à même de pouvoir affronter un Sud-Coréen, par exemple? Oui, après, quand on joue en ligne, l'avantage des jeux de foot, c'est qu'on arrive à jouer en ligne. Et quand tu joues en ligne, tu crois des gens de plusieurs pays, au fait, de plusieurs nationalités. Des gars du Qatar, des gars de l'Égypte, de France et tout. Donc, même là, ça fait une semaine, j'ai remporté un tournoi qui était en ligne, un tournoi confinement, comme on peut le dire, pour représenter un peu le pays. C'était quoi le nom du tournoi? Confinement? E-Football Contest. E-Football Contest Confinement. Ouais. Il y avait 19 nationalités. Et puis bon, c'était ma première fois de participer parce que je ne voulais pas
en tant que tel participer. Wilfried, la Côte d'Ivoire a des chances ou pas? Oui, de ce genre de tournoi-là, oui, les joueurs ivoiriens ont un bon niveau. Ensuite, c'est une question d'opportunité. Pour pouvoir battre quelqu'un, il faut l'affronter. Pour pouvoir l'affronter, il faut avoir accès aux compétitions. C'est cela. Donc, une fois que le problème de l'accès à ces compétitions-là sera réglé, il n'y a aucune raison pour qu'un joueur ivoirien ne puisse pas battre un joueur d'une autre nationalité. D'accord. Est-ce qu'en 2020, on peut parler d'économie du jeu vidéo en Côte d'Ivoire? De façon générale, je pense que quand on regarde à l'échelle internationale, aujourd'hui, le jeu vidéo représente environ 130 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est la plus grosse industrie culturelle au monde. Ça génère plus d'argent que le cinéma, que la musique, etc. En Côte d'Ivoire, en Afrique, l'Afrique représente environ 2% du marché international. Donc la Côte d'Ivoire, faisant partie de l'Afrique, a un potentiel de croissance. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui existent sur le marché. Il y a quelques organisateurs d'événements, il y a des développeurs de jeux, il y a énormément de petites salles de jeux, donc les salles de jeux de quartier, de proximité. Et on a un certain nombre d'autres acteurs qui tournent autour, notamment ceux qui font de la réparation, qui vendent des consoles. Donc il y a aujourd'hui un marché en Côte d'Ivoire. Un embryon de marché ou un marché? Un embryon, mais qui montre déjà des signes assez positifs. Maintenant, voilà, il faut un peu de temps, il faut un peu d'encadrement, il faut de l'accompagnement pour pouvoir arriver à quelque chose de très intéressant. On a des développeurs ici? Oui, sur le plateau. Ouais, en dehors du Workday. Alors, ce que vous développez, évidemment, c'est des logiciels. Oui. Ils sont utilisés par qui? Et est-ce qu'ils sont connus? Parce que moi, je découvre seulement maintenant. C'est ça aussi l'intérêt de cette émission. C'est que chaque jour, on découvre de nouvelles entités, de nouveaux métiers et tout. Oui. C'est ça. Il y a plusieurs types de... Lorsqu'on parle de jeux vidéo, on parle de plusieurs catégories de produits. Il y a des produits qui sont utilisés par le grand public. Par exemple, Workday a réalisé un jeu qui s'appelle Points. Vous pouvez télécharger sur Android qui reprend le jeu Point qu'on pouvait utiliser pratiquer à l'école primaire. D'accord. On en a fait une version grand public. D'accord. Il y a des jeux qu'on réalise pour des entreprises qui ont des besoins soit de formation, soit qui ont des besoins de marketing, qui ont envie de faire une activité nouvelle pour apporter un nouveau public en fait, à leur marque. Okay. Et on peut réaliser des jeux pour ces entreprises-là. D'accord. Donc, c'est assez diversifié. Hein. On n'est pas dans le registre de Ubisoft, par exemple, mais bon, c'est déjà pas mal quoi, comme approche. Et ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait 2 ans et demi que nous existons en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons 4 employés à plein temps. On a 2 stagiaires, on a une ribambelle de fournisseurs avec lesquels on travaille, à qui on fournit des chiffres d'affaires. Donc, on peut en effet dire que c'est une économie. En tout cas, il y a quelque chose qui commence et qu'il faut accompagner. D'accord. Alors, Sidi Bakayoko, juste pour mon mental mapping à moi, si on devait reconstituer un peu l'écosystème des acteurs, on aurait qui? On a les éditeurs des jeux, donc donc on a tout ce qui est création artistique derrière le jeu, réflexion intellectuelle pour définir ce qui contient, ce qu'on va mettre dans un jeu, la partie artistique, la partie développement informatique, donc ceux qui vont animer les images que vous allez voir à l'écran, et toute la suite de métiers derrière ce qu'on appelle le développement de jeux vidéo. D'accord. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la partie promotion de ces jeux-là, donc tout ce qui est distribution, que ce soit en magasin ou alors en ligne. Vous avez de l'autre côté les joueurs, et donc les joueurs aujourd'hui qui avant étaient des joueurs occasionnels, aujourd'hui commencent à basculer dans une autre catégorie qu'on appelle les joueurs, soit des joueurs professionnels, soit des joueurs de e-sport. Et le e-sport, c'est quoi? C'est la pratique compétitive du jeu vidéo. Donc aujourd'hui, vous avez les joueurs, vous avez aussi tous ceux qui sont dans la réparation ou dans le service lié aux jeux vidéo. Donc vous voulez télécharger des jeux, vous voulez réparer votre manette, etc. Il y a des gens pour le faire. Et vous avez ceux aussi qui sont dans j'ai envie de dire, dans un nouveau secteur qui consiste à diffuser en ligne du contenu de jeux vidéo, que ce soit d'une personne ou d'une compétition. On appelle ça le streaming. Et donc voilà, vous avez un certain nombre de métiers qui se retrouvent autour de la production, autour de la diffusion, autour des présentateurs, ce qu'on appelle les casters dans le monde du jeu vidéo. Donc il y a énormément, je pense qu'il y a plus de 40 métiers différents aujourd'hui autour de l'univers du jeu vidéo. D'accord. Vous parliez un instant, il y a quelques minutes de cela, de potentiel. Alors si on part sur cette configuration actuelle et qu'on se projette sur du moyen ou du long terme, on serait dans quelle proportion de chiffres? Aujourd'hui, si on parle en termes de création d'emplois, l'Afrique peut créer à peu près 2 millions d'emplois dans les 5 prochaines années. Si on prend les bonnes décisions autour de cette industrie du jeu vidéo. Et en termes de chiffre d'affaires, la Côte d'Ivoire peut facilement monter à 10 milliards de chiffre d'affaires autour de l'univers du jeu vidéo dans les prochaines années à venir en fonction de l'accompagnement des pouvoirs publics, en fonction de l'accompagnement des entités privées qui vont associer leur image à cette industrie-là, en fonction du nombre de personnes qui vont
vont acheter des consoles. On parlait tout à l'heure de la PS5. Donc voilà, il y a un certain nombre de leviers qui peuvent nous permettre vraiment de faire exploser cette industrie-là sur le continent et notamment en Côte d'Ivoire. Alors, dans l'extrait de documentaire, on a pu voir une mère, je pense, qui ne comprenait pas l'amour de son fils pour les jeux vidéo et l'envie d'en faire un métier. Est-ce que, d'un point de vue personnel, chez toi, ça s'est bien passé, cette transition-là? Bon, chez moi, la nouvelle c'était plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a eu un peu à discuter avec les parents. Parce que moi, je viens des parents qui sont plutôt ouverts. Il y a la discussion entre moi et mes parents. Donc, j'ai soumis le projet, je leur ai expliqué la vision que j'ai pour le e-sport et ce que je pense où va le e-sport au fait. Je leur ai expliqué que c'est un monde qui se développe, qui est en plein boom. Il y avait des premières compétitions, il y avait la première édition de Paradise Game, il y avait la première édition de Orange Gaming Tour et tout. Donc je leur ai expliqué, puis je leur ai expliqué aussi que c'est ma passion en fait. Moi, tu évolues quand tu es passionné. Si tu fais du journaliste, que tu n'as pas envie, que tu veux être chanteur, même si on te donne le plateau, tu ne vas pas pouvoir évoluer parce que tu n'as pas l'envie au fait, tu n'as pas la passion. Donc, je leur ai expliqué que c'est ma passion. Au début, ils ont un peu dit, OK, bon, on va voir les premières compétitions. Donc, quand ils sont allés, leur enfant est devenu vice-champion de Côte d'Ivoire. Ils ont dit, bon, on soutenait un peu encore. On soutenait un peu. Et puis après, le champion est devenu champion de Côte d'Ivoire, après champion d'Afrique. Donc, depuis ce jour-là, ils sont derrière moi, ils me soutiennent à fond. D'accord. Il y a eu de l'argent en même temps. Ouais, il y a eu beaucoup d'argent. Alors justement, le développement de ce qu'on appelle donc le e-sport, ça va passer par avoir un nombre important de joueurs comme ça. Est-ce que comment ça se passe dans les compétitions comme par exemple Paradise Game? Comment vous repérez justement les meilleurs et comment vous arrivez à en faire un creuset de jeunes talents? Je pense qu'aujourd'hui, on peut le regarder de plusieurs manières. Aujourd'hui, quand on regarde du point de vue des joueurs, aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui s'intéressent aux jeux vidéo, donc qui aiment bien les jeux vidéo, qui jouent de temps en temps avec leurs amis et qui voient aujourd'hui à la télévision ou sur Internet ce que cette industrie est en train de devenir. Ils voient certaines compétitions à l'international où les gens gagnent 3 milliards de francs CFA sur une seule compétition en un week-end. Ils se disent, bon, peut-être que je peux changer ma vie avec le jeu vidéo. Donc aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui s'intéressent à cette pratique-là parce qu'ils aiment, parce qu'ils veulent gagner de l'argent, parce qu'ils veulent aujourd'hui avoir un emploi. Donc pour ceux-là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il y a déjà un vivier de personnes qui existent. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de trouver le moyen de structurer un peu plus les choses. Donc, c'est-à-dire créer des équipes, créer j'ai envie de dire, des cursus de formation pour encadrer ces joueurs-là, pour leur permettre de se développer, de devenir meilleurs à ce qu'ils font, de comprendre les enjeux derrière cette industrie qu'est le jeu vidéo. De l'autre côté, il faut regarder du point de vue peut-être d'une entreprise. Et aujourd'hui, quand on regarde une entreprise comme la nôtre, qui par exemple avons initié un événement qui s'appelle le Festival électronique et du jeu vidéo, le FEJA. L'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on montre à l'échelle nationale ou internationale qu'il y a du potentiel sur le continent africain. Notamment, il y a des joueurs qui peuvent jouer. Et donc, s'il y a des joueurs qui sont intéressés et qui peuvent venir jouer à un niveau compétitif, ça veut dire qu'il y aura éventuellement une audience. Des gens qui vont s'asseoir et regarder ces personnes en train de jouer. Et qui dit audience dit, pour un annonceur, possibilité d'être vu par ces personnes-là qui vont venir jouer ou qui vont les regarder sur Internet. Donc, ça veut dire que pour eux, c'est un potentiel de pouvoir adresser une cible qui est la cible jeune, donc les 15-35 ans, enfin j'ai envie de dire autour de 20-25 ans, le cœur de cible. Voilà, c'est des gens comme ça qui les intéressent, qui sont généralement assez dynamiques, qui connaissent ces technologies. Et donc pour eux, il y a un intérêt. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète pour essayer d'accompagner ces jeunes-là? C'est vraiment structurer le secteur d'activité, leur apporter un certain accompagnement, leur apporter du financement pour pouvoir, j'ai envie de dire, permettre à cette industrie d'évoluer, de se développer. C'est ça. C'est ça, oui. Et il faut vraiment envisager le jeu vidéo comme un secteur d'activité, pas comme un métier en tant que tel. À l'intérieur de ce secteur d'activité, il y a plusieurs métiers. Comme Sidique l'expliquait tout à l'heure, pour créer un jeu, on a besoin de scénaristes, on a besoin d'écrivains, on a besoin de marketeurs pour vendre le produit fini, on a besoin de développeurs informatiques pour donner vie en fait, aux idées qui ont été données, on a besoin d'ingénieurs du son, etc. C'est tout un écosystème en fait, de métiers et sur lesquels je pense vraiment qu'il y a de la place à se faire pour la jeunesse ivoirienne. D'accord. Parlant de place, quelle est votre place par rapport à la concurrence venue de l'étranger? Vous êtes écrasé, vous arrivez à résister? Comment ça se passe, vous, en tant que développeur? En tant qu'entreprise qui fait des jeux vidéo, au niveau de la qualité graphique et tout, en tout cas sur mobile, on est au même niveau
on regarde droit dans les yeux les géants internationaux. D'accord. Maintenant, sur console, c'est plus compliqué parce que ça demande beaucoup plus de moyens pour faire le développement des différents jeux. D'accord. Après, le plus important, c'est l'expérience qu'on arrive à donner aux utilisateurs, ce qu'on arrive à leur faire vivre. Il ne faut pas oublier que c'est une industrie vidéoludique, c'est une industrie multimédia. Il faut vraiment toucher le cœur des utilisateurs et permettre de... Comme tout produit. C'est ça, en réalité. Comme tout produit. En réalité, oui, c'est ça. Pierre? Alors, ce qu'on observe dans les jeux vidéo, c'est de facto les personnes qui les créent sont d'ailleurs, donc Europe, Asie. Donc, on va avoir des personnages qui ressemblent aux zones d'où ils viennent. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique développe des produits qui lui ressemblent et est-ce que ces produits, justement, ont un attrait sur le marché international? Exactement. Notre premier jeu qui s'appelle Points, j'en ai parlé tout à l'heure, il a été téléchargé dans une quarantaine de pays, en Europe, en Afghanistan également. On s'est même retrouvé au Qatar, on ne sait pas comment ça s'est fait. Donc, pour vous dire que lorsqu'on lance un produit de ce genre-là et qu'on met les moyens nécessaires dans la communication, il y a des résultats. Les personnes, peu importe où elles sont, elles peuvent être touchées par ces produits-là. Et au niveau des personnages, honnêtement, tous les jeux que nous avons faits jusqu'à présent, c'était des personnages qui nous ressemblaient, qui partageaient les mêmes valeurs que nous. Et c'est aussi un moyen de véhiculer notre culture à travers un nouveau médium que beaucoup de personnes utilisent de par le monde. Très bien. Bien noté. Messieurs, on marque une pause. On s'en reparle dans quelques petites secondes seulement. Restez avec nous. La suite de la télé d'ici, à Madame Tompi aussi à suivre dans la télé d'ici ce soir. L'épisode, c'est Œil de Lynx. Je ne sais pas s'il y a un lien avec les jeux vidéo, mais bon, restez avec nous. Télévivez le jeu vidéo ce soir dans la télé d'ici avec Wilfried Wonouan, Sidik Bakayoko et Jean-Claude Vlédé. Sidik Bakayoko qui s'interrogeait tout à l'heure au moment de la publicité pourquoi il n'y a pas de public dans les gradins de la télé d'ici. Tout simplement parce que la Covid-19 est passée par là. Et on en parle justement puisque la Covid-19 constitue l'actu d'ici. Alors deux informations à retenir. Au point de presse sur la gestion du coronavirus le 15 juin, donc le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Charlemagne Bleu a annoncé la fermeture de 577 bars et boîtes de nuit dans le district d'Abidjan dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette fermeture donc est intervenue, sinon ces fermetures sont intervenues dans la période du 1er mai au 15 juin. Le porte-parole de la police nationale a rappelé le maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle jusqu'au 30 juin. Il a également annoncé l'interpellation de 4 propriétaires de boîtes de nuit et bars, la saisie d'appareils de sonorisation et de 433 bouteilles alcoolisées. Pour sa part, le conseiller technique du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Edith Clarisse Kwasi, a déploré l'augmentation du nombre de cas. Et cela est dû, selon ses mots, à la non-observance des mesures barrières à visée préventive. On reste toujours sur la Covid-19. Dr Edith Kwasi qui a indiqué qu'à ce jour, seules 3 cliniques privées ont été autorisées sous la supervision médicale du service des maladies infectieuses et tropicales, le SMIT, à prendre en charge des cas de Covid-19 dans leur structure. Il s'agit des cliniques Farah, Pisam et Hôtel Dieu. Elle a en outre indiqué que 5 laboratoires sont habilités à faire des diagnostics. Il s'agit de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, Rétrosi, Cédres, Sirba et du laboratoire du CHU de Boaké. Il est prévu une dizaine de laboratoires supplémentaires à l'intérieur du pays dans les centres intégrés de prise en charge Covid-19. Il s'agit des centres d'Abengourou, Aboasso, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné et San Pedro. Dernière information à retenir dans l'actu d'ici, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kwasi, a procédé le 12 juin dernier à l'inauguration du chantier école de la petite mine d'Abradine 2 à Yakassé à Tobrou. Il s'agit là donc de former des artisans miniers aux techniques d'exploitation minière artisanale et semi-industrielle dans un chantier école. Selon le ministre, la Côte d'Ivoire comptera 10 chantiers écoles pour une capacité de formation d'environ 1000 artisans miniers par an avant la fin de cette année. Ces chantiers écoles, a-t-il ajouté, permettront aux apprenants d'être mieux outillés et mieux orientés en vue de leur insertion dans le tissu socio-professionnel. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Messieurs, revenons à nos histoires de jeux vidéo, si vous le voulez bien. Alors, le business model, comment il se présente
Déjà dans votre cas, en tant que développeur, comment ça se présente? Le business model pour un jeu vidéo est assez simple. Il y en a plusieurs disponibles. On peut soit faire un jeu vidéo qu'on vend au public, soit le jeu vidéo peut être financé par une entreprise qui a envie de faire de la communication, de la sensibilisation, de la formation. Soit également, le jeu vidéo en question, il peut être gratuit et à l'intérieur du jeu, il peut y avoir certains éléments qui sont payants ou de la publicité. D'accord. Alors, c'est assez simple. Pour le joueur professionnel, c'est pas compliqué. Il faut remporter le trophée. Et vous remportez un trophée, vous avez de l'argent en plus. Et ça rassure vos parents, comme quoi il faut vous laisser faire ce que vous voulez faire. Entre 22h et 5h. Non, mais ça rassure et puis ça prend en main aussi, en fait. Moi, le jeu vidéo m'a permis de me prendre en charge, moi seul. Je vais être seul, avec mes propres moyens. Et en plus des compétitions, vu que maintenant je suis sponsorisé, mais les compétitions me font gagner par an. Bon, l'année dernière, c'était 3 millions, mais l'année d'avant, c'était 6 millions à peu près. Donc, ça me fait gagner par au moins 6 millions, 3, si ça n'a pas bien marché et tout. Donc, c'est pas mal, ça. Je pense qu'on va changer de profession. Effectivement. Et voilà, c'est un exemple qui montre qu'aujourd'hui, c'est une industrie qui est en train de développer, de se développer très rapidement. Et bon, peut-être, moi, je vais essayer de prendre un peu, vu que nous, on a plusieurs casquettes. Quand on regarde dans le secteur du e-sport, vous avez d'un côté, effectivement, les joueurs, donc qui, eux, un peu comme dans le sport traditionnel, ont intérêt à gagner des compétitions et à performer pour qu'on puisse soit les sponsoriser, soit alors les recruter dans une équipe. Donc, ça veut dire qu'ils auront un salaire. Et maintenant, de l'autre côté, vous avez les organisateurs d'événements. Donc, les organisateurs d'événements, eux, vont s'assurer de drainer un maximum de personnes autour de certains jeux qui intéressent un public donné, que ce soit dans un pays ou à l'échelle de toute une région, et qui, eux, vont par contre aller chercher des annonceurs, qui, eux, vont montrer aux annonceurs qu'il y a un potentiel autour d'un événement, en montrant que ça va drainer du monde. Il y aura beaucoup de joueurs locaux, de gens en international qui vont regarder ce jeu-là. Donc, mettez de l'argent pour sponsoriser le tournoi ou l'événement, pour derrière vous avoir de la visibilité. Et c'est comme ça que l'organisateur d'événements va gagner un peu d'argent. De l'autre côté, quand vous regardez les salles de jeu, aujourd'hui, il y en a énormément. C'est vrai qu'il y a eu une période pendant laquelle ça avait baissé un peu, mais aujourd'hui, on commence à voir de plus en plus de salles de jeu avec 4, 5, 6 machines qui commencent à se développer un peu partout à l'échelle du pays et même du continent. Et eux, leur modèle économique est très simple. C'est je fais venir des gens dans ma salle, ils payent un forfait, que ce soit pour le jeu, pour l'heure ou pour la journée. Et moi, je gagne de l'argent parce que je fais jouer X personnes dans la journée. D'accord. Voilà. Et les salles sont brandées ou pas? Aujourd'hui, pour l'instant, très peu. Il y a quelques salles qui ont commencé à le faire, mais ça reste encore... Il faut comprendre aussi qu'il y a un problème aussi de moyens. Énormément de salles de jeu ne sont pas accompagnées, donc ça fait que c'est des petites salles sans climatiseur, sans, j'ai envie de dire, sans ce que les annonceurs recherchent. Donc aujourd'hui, c'est encore difficile pour eux de sécuriser des annonceurs qui... Il y a un besoin de professionnalisation de ce côté-là. Tout à fait. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure des jeux. Quels sont les jeux les plus en vogue? S'il y a un classement à faire? Bon, s'il y a un classement à faire, au fait, ça dépend des... Les jeux sont répartis. Il y a des jeux de combat, il y a des jeux de foot, il y a des jeux de portable aussi. Il y a les jeux comme les Fortnite et autres qui gagnent assez d'argent. Donc, dans les jeux de foot, sincèrement, c'est vrai que je suis PS, mais le meilleur jeu, c'est FIFA. Le jeu le plus populaire, comme on peut le dire, c'est FIFA. Maintenant, après, il y a les Tekken et autres. Donc, les jeux sont répartis. Mais il faut dire quand même qu'aujourd'hui, ça dépend. En fonction de si on regarde en termes d'audience ou si on regarde en termes de revenus générés. En termes d'audience à l'échelle internationale, c'est les jeux en ligne. Donc, on appelle des jeux d'arène multiplayer en ligne. Donc, on a des jeux comme League of Legends, comme Dota, qui aujourd'hui drainent énormément de monde. Certains de ces jeux-là, pour des compétitions, drainent plus de monde que pendant la finale de la NBA. Donc, pour vous donner un peu, en termes de perspective, ce que ça peut donner. De l'autre côté, vous avez effectivement les jeux qui marchent bien en Afrique. C'est plutôt des jeux consoles. Donc, les jeux comme FIFA, PES pour le sport. Après, vous avez des jeux de combat. Il y a plusieurs types de jeux comme ça aussi. Maintenant, la dernière catégorie de jeux qui draine encore beaucoup de monde, c'est les jeux, j'ai envie de dire, c'est les jeux de tir. Mais c'est toujours des jeux en ligne. Donc, il y a Fortnite, il y a Apex qui aujourd'hui drainent pas mal de monde. D'accord. Alors, le jeu vidéo est adossé malheureusement à la notion d'addiction. Il y a même des images qu'on peut voir un peu partout sur Internet où le joueur qui vient de perdre, qui casse l'écran, voilà, et tout. Comment on se défait de cette image? Cette image-là, elle est née de plusieurs personnes qui avaient, à un moment donné, peut-être exagéré, mais c'est un peu comme dans tous les domaines. En toute chose, il faut avoir une mesure. C'est pareil pour le jeu vidéo comme pour les autres domaines. Oui, mais 22h, 5h du matin, là ça fait 2-0. 22h, 5h du matin. Je ne sais pas si on peut parler du sens de la mesure là, à ce niveau.
Il dort pratiquement pas. Non, mais en fait, je joue de 22h à 5h du matin à cause de la connexion, en fait. Pour avoir une meilleure connexion réseau bien sûr, et tout. Mais c'est un fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est un fait, mais bon, on s'y habitue, au fait. Et 22h, c'est 7 heures de temps. Oui. Pour lui, c'est un métier. Donc Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Bon, je dors. Quand il finit à 22h, je dors de 5h à midi, au fait. Et puis de 5h à midi, et l'après-midi? Et puis l'après-midi, bon, mieux là, tu vas avec les potes. Ça nous a rejoint. Peut-être qu'elle a une meilleure solution là pour nous. Alors, addict au jeu ou pas? Moi, je suis old school. Tetris, Mario, Snake, Super Mario avec la petite princesse, les nuages. Ouais, bon. C'est une gameuse, en fait. D'accord. J'aime bien FIFA, même si je perds tout le temps. Parce que je suis pas trop fort. Ok. Mais bon, les jeux vidéo ont vraiment beaucoup évolué, avec notamment la 3D, les manettes qui vibrent. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure qu'il est pour révolutionner encore les jeux vidéo? Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle tendance qui commence j'ai envie de dire, à se positionner. C'est ce qu'on appelle un peu des expériences un peu immersives. Donc, quand on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée, donc ça, c'est une piste. De l'autre côté, vous avez un peu aujourd'hui les jeux vidéo qui deviennent un peu comme des réseaux sociaux. Où vous avez des jeux, je prendrai l'exemple de Fortnite, qui aujourd'hui sont gratuits, donc qui poussent énormément de personnes à venir, à s'inscrire, à jouer, et qui jouent pendant toute la journée, toutes les nuits comme ça. Mais derrière, vous avez un certain nombre de choses qui vont introduire derrière ce jeu-là. Ils vont introduire de la customisation, où ça devient un peu comme si, pour faire partie de la famille, il faut que j'ai un habit, ou il faut que j'ai un style particulier. Donc là, c'est là où ils vont générer de l'argent parce qu'ils vont payer pour avoir des skins, enfin ce qu'ils appellent des skins, donc c'est-à-dire pour avoir des habits particuliers ou pour avoir certains pouvoirs. Et derrière ça, dernièrement, il y a quelques mois de cela, ils ont même organisé un concert à l'intérieur du jeu. Donc c'est pour dire qu'ils sont en train de révolutionner un peu la manière dont les gens regardent ou exploitent l'industrie du jeu vidéo. Et je pense que ça va continuer d'évoluer comme ça. Et dans la conception d'un jeu, qu'est-ce qui prime le plus? L'esthétique, l'intrigue, le graphisme? Parce que jusque-là, je pense quand même que dans l'univers des jeux, Tetris et Candy Crush quand même l'emportent. C'est vraiment... En fait, en réalité, il faut envisager la conception d'un jeu vidéo un peu comme une expérience ludique en elle-même. C'est un peu comme si tu avais ton budget, des moyens, que tu dois répartir en différents départements. En fonction de ton public, ça peut être la qualité graphique qui est la plus importante. Dans ce cas, tu vas investir beaucoup là-dedans. Mais pour la plupart du temps, c'est vraiment le scénario, la manière dont on fait interagir le joueur avec le jeu et comment est-ce que ce joueur-là va regarder ça dans son imaginaire. Donc, le scénario est très important. Mais après, la qualité graphique et tout, ça fait avancer. Comme disait l'un de mes professeurs, c'est le contenant qui fait que le contenu est apprécié par tout le monde. Alors, il y a pas mal de créateurs africains. Et Pierre, tout à l'heure, parlait de s'identifier justement à aux différents personnages dans les jeux. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que créateur africain pour s'exporter plus à l'international? Je pense que quand on regarde l'industrie du jeu vidéo, je ferai un parallèle. Et pas que dans la diaspora. Effectivement. Je ferai un peu un parallèle avec le cinéma. Pour moi, le jeu vidéo, c'est un moyen de raconter des histoires. Donc, quand on parle de jeu vidéo, ça veut dire c'est d'utiliser un certain nombre de codes pour pouvoir parler à une audience qui, elle, va recevoir votre contenu et l'intégrer d'une certaine manière. Donc, quand aujourd'hui, on parle du continent africain, c'est vrai qu'il y a un positionnement en majorité pour beaucoup de développeurs africains, c'est d'utiliser leur héritage culturel. Donc, c'est-à-dire d'utiliser des couleurs, d'utiliser des sonorités, d'utiliser des histoires qui viennent du continent pour essayer de montrer j'ai envie de dire à la planète entière qu'on existe en tant qu'acteur, l'Afrique existe, on a des choses à montrer ou à proposer au monde entier. Mais maintenant, derrière ça, il faut comprendre que c'est une industrie qui évolue. Donc d'ici quelques années, certains de ces acteurs-là seront obligés, j'ai envie de dire, d'allier d'un côté effectivement la culture, cet héritage-là ou ces éléments qu'ils ont envie de présenter avec des codes internationaux. C'est-à-dire que le jeu doit avoir, en termes de graphisme, doit être impeccable, en termes d'histoire, doit être intéressant, ça doit créer de l'engagement. Donc il y a beaucoup de codes comme ça qu'on va retrouver qui nécessitent du temps, de l'énergie, de l'argent pour s'assurer qu'un jeu marche. Maintenant, si on se pose la question de savoir comment est-ce qu'un développeur africain peut pouvoir s'exporter à l'international, effectivement, c'est de choisir un positionnement et d'essayer, dans la mesure du possible, de faire un jeu qui soit très intéressant ou qui attire énormément de personnes, que ce soit un jeu basé sur la culture ou pas. Et voilà, c'est comme ça qu'on va réussir. Il y a une grosse part de marketing quand même dans cette affaire. Clairement. Oui, clairement, oui. On parlait tout à l'heure de contenant.
pour blaguer les gens, il faut les blaguer avec des choses qui leur ressemblent. Exactement. Je ne vais pas utiliser le terme blaguer, mais... C'est moi qui le dis. C'est moi, hein, je me permets de le dire. Quel est l'âge moyen du joueur en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, on n'a pas de données très claires, mais en tout cas, parmi nous, nos joueurs, l'âge moyen, c'est entre 18 et 24 ans. Oui. Mais dans le monde, ça va vous étonner, le joueur moyen, c'est une femme qui a entre 25 et 35 ans, qui est à la maison. Tout jeu confondu. Quand on fait la moyenne, en fait, parce que ça lui donne des boutons quand on dit quand on confond gamers et e-sport. Exactement. C'est ça. Mais tout jeu confondu en réalité. D'accord. Aujourd'hui, les jeux qui sont les plus joués, ce sont les jeux sur mobile. Les jeux sur mobile, lorsque, je ne vais pas forcément citer de marque, mais lorsque vous avez une grenouille qui est en train d'envoyer des boules pour faire casser d'autres boules, tout ça, c'est du jeu vidéo. C'est ça. Et il y a beaucoup de gens de ce public-là que j'ai cité qui est accro à ce type de jeu-là. D'accord. Ok. Est-ce qu'il est, pour celui qui n'a jamais touché à une console ou jamais été un adepte de e-sport, est-ce qu'il est trop tard pour apprendre ou pour se lancer là-dedans? Non. Jamais. C'est jamais trop tard. Et quand on regarde à l'échelle, même quand on regarde la Côte d'Ivoire, plus de 85% des jeunes ont déjà touché au moins une console dans les 12 derniers mois. D'accord. Donc ça veut dire que voilà, ceux qui n'y touchent pas, c'est ceux par exemple, voilà, qui ne voient aucun intérêt, donc eux qui ne vont jamais s'y intéresser ou toucher. Mais sinon, ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de personnes qui ont déjà touché un jeu vidéo, qui s'y intéressent, que ce soit un jeu mobile, donc ce qu'on appelle les casual games, ou alors que ce soit un jeu vidéo en tant que tel, ou un jeu e-sport. Voilà. D'accord. Si. Et je pense qu'il est très important ici de noter pour les chefs d'entreprise et pour les décideurs que les personnes qui sont aujourd'hui dans le monde du travail sont des personnes qui ont grandi en jouant aux jeux vidéo. Donc pour ces personnes-là, ce n'est pas un média qui est étrange, c'est un média auquel ils sont familiers, qu'on peut utiliser soit pour faire de la formation, soit pour développer l'image de son entreprise. Et c'est des joueurs dormants, on peut le dire. Ouais. On peut dire ils ont joué, ils ne jouent plus, mais bon, ils l'ont quelque part. C'est quelque part enfoui. Exactement. Alors, on connaît tous les ravages des jeux vidéo, surtout les jeux de combat, les jeux de guerre, et ce que ça a pu faire dans certains pays, notamment aux États-Unis, où on a vu des killing massacres. Où on a vu quoi? Tuerie de masse, voilà. Killing. Et est-ce qu'on ne devrait pas se soucier de ça ici, avec la jeunesse ivoirienne? On ne devrait pas avoir un petit peu peur quand même? Non, enfin, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut relativiser un peu les choses. Je pense que quand on regarde à la télévision et qu'on voit énormément de films de guerre, c'est le même stimulus. C'est des images qu'on voit devant un écran pour un enfant. Sauf qu'on n'en fait pas partie, on n'est pas actif. Effectivement. Mais dans le cas du jeu vidéo, on est acteur, on choisit son arme, on choisit sa tenue, on choisit sa cible. Et je pense même que ça a un impact encore plus intéressant parce que ça veut dire que quelqu'un est habitué à savoir ce que ça fait d'utiliser une arme. Donc là où, en regardant la télé, un enfant peut aller prendre un pistolet chez son papa et se dire qu'il ne sait pas comment ça utilise, il va vouloir appuyer pour voir ce que ça donne. Quelqu'un qui joue aux jeux vidéo de façon générale, il a déjà vu, il sait que s'il tire, ça va tuer quelqu'un. Donc derrière, il connaît l'impact de ses actions. Justement, c'est parce qu'il connaît l'impact qu'il va aller faire certaines choses. Après, il y a un message subliminal aussi derrière. Il faut tenir compte quand même. Non, et voilà, vous avez des joueurs aussi qui psychologiquement, mentalement ne sont pas très forts, donc peuvent succomber à la tentation de vouloir faire des choses pas bien. Après, il y a tout un côté responsabilité parce que... responsabilité de qui? Des parents? Des parents comme des développeurs, parce que tous les jeux en réalité sont certifiés à partir d'un certain âge. Tous les jeux ne sont pas faits pour tous les publics. Oui, ça c'est ce qui est sur le contenant dont on parlait là. Ouais. Ça c'est l'habillage. Dans la pratique, je ne suis pas certain que ce soit suivi. Justement, il faut que ce soit suivi. Lorsqu'un jeu est fait pour des adultes, il faut qu'il soit utilisé par des adultes. Mais la plupart des jeux pour adultes sont utilisés par des adolescents. Et c'est là où la responsabilité de tout le monde est c'est là où il faut vous remercier pour donner l'opportunité à des gens de parler de cette industrie-là, parce que beaucoup de parents ne le savent pas. Et pour eux, bon, voilà, c'est juste un jeu, donc ils laissent l'enfant décider ce qu'il veut, alors qu'il y a besoin d'encadrement, il y a besoin de suivi. Si un enfant doit être couché à 22h, il doit être couché à 22h. Qu'ils sont en train de jouer au jeu, regarder la télé ou autre, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'à une certaine heure, il doit aller se coucher. Donc il y a besoin d'un encadrement des parents ou même des acteurs aussi de cette industrie-là. Bon, Jean-Claude, il a réussi à convaincre ses parents. 22h, c'est là qu'il commence. Est-ce qu'on sait le type de jeu, justement, auquel les gens jouent ici?
particulièrement? Est-ce que c'est plus les jeux de sport, les jeux de... Jeux de sport. En majorité, jeux de sport. Jeux de sport, en fait. Près de 60% à peu près. Quand on regarde ouais, FIFA peut, il y a des... Vous prenez le foot à la télé, vous le remettez encore sur une... Non, mais on gagne de Barça à la télé, tu veux faire le match. Tu veux faire le match et tout sur la console, au fait. Ouais. Non, mais le jeu vidéo, vraiment, c'est vraiment une industrie qui dure depuis longtemps. On a vraiment des grands frères. Moi, par exemple, j'ai plusieurs grands frères de peut-être 40 ans, 50 ans qui me disent des fois... Et toi, tu es champion, mais moi, avant, quand je jouais, si tu tapé, tu tapé, tout ça. C'est ça. Donc, c'est vraiment des trucs comme ça, quoi. C'est pas depuis maintenant, ça vient. Puis, c'est au niveau aussi des parents, de savoir gérer, concilier les heures, au fait. Moi, au début, j'étais chez mon frère, j'avais des heures. J'avais certaines heures, je jouais de 7 heures à 10 heures. Quand il a vu que c'est vice-champion, il a dit, bon, quand il essayait de revoir un peu l'heure, tu vois. Donc, c'est au niveau des parents, des organisateurs, et puis quand même, il faut que l'enfant sache qu'il a d'autres choses à faire, quoi. Tu dois partir à l'école, tu dois bosser, tu vois. C'est ton temps de divertissement. Peut-être si tu n'as pas envie de jouer au foot, tu joues avec la console. Si tu n'as pas envie de la console, tu vas jouer au foot, quoi. D'accord. On va marquer une pause. Ce sera l'avant-dernière pause de cette télédicie consacrée ce soir aux jeux vidéo. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici pour aborder des choses qui vous intéressent. Ce soir, nous parlons du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo, des différents acteurs, du business model, de l'écosystème. Et puis, on s'est aussi amusé avec notamment Siddiq Bakayoko à se projeter sur ce à quoi pourrait ressembler cette industrie embryonnaire dans le moyen terme, dans le long terme, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. Princesse, dans la foulée de ces échanges très sérieux, vous avez trouvé le moyen de nous sortir à quelque chose d'assez léger. C'est léger, c'est semi-léger, semi-sérieux. Alors on a trouvé j'ai trouvé une vidéo d'un jeune homme de 9 ans qui crée des jeux vidéo. Donc on va voir ça en images dans quelques secondes. Basile Okpara a 9 ans et comme la plupart des petits garçons, il se passionne pour les jeux vidéo. Sauf que ce jeune Nigérian a décidé d'inventer les siens. En 4 mois seulement, Basile a déjà conçu plus de 35 jeux vidéo pour téléphone mobile. De l'attaque de la grenouille, son premier jeu, au plus récent, la chute des pommes, il prépare minutieusement chaque étape. Je choisis d'abord le drapeau vert pour le faire bouger, puis je le fais revenir au sommet et redescendre. Ensuite, je programme des positions aléatoires et un lien vers mes pommes pour les faire tomber. Et le tour est joué. Le petit génie a même lancé sa propre application, Cache-Cache. En avril 2019, le père de Basile l'inscrit à Codefest, un séjour de formation pour geeks de 5 à 15 ans. Là-bas, il apprend les bases de la programmation informatique. Il faut en moyenne combien de temps pour développer un logiciel de jeu? Enfin, un jeu. Ça dépend vraiment. En moyenne. Un jeu basique. 1 mois. 1 mois? 1 mois, oui. D'accord. Si on veut vraiment bien pousser au niveau des graphismes et tout, sinon le concept de base, même en 2 jours, on peut avoir déjà un prototype. D'accord. Est-ce que les plateformes qui vous hébergent ont souvent quelques spécificités qui vous contraignent un peu à revoir peut-être vos modèles de présentation et tout? Je prends par exemple Android, iOS et tout. C'est ça. Sur téléphone, oui, il y a bien sûr, tous les téléphones n'ont pas la même taille d'écran, donc il faut designer quelque chose qui puisse s'adapter à toutes ces tailles d'écran-là. D'accord. Et pouvoir ainsi donner la satisfaction aux utilisateurs. D'accord. Très bien. Siddiq Bakayoko, promoteur du FEJA, optimiste quand même pour les années à venir? Oui, clairement. Je pense qu'il y a énormément de potentiel, il y a énormément de talent, il y a énormément de choses à faire. Maintenant, voilà, il faut pouvoir accompagner ces acteurs-là, pouvoir, les identifier, 2, les accompagner, leur apporter les moyens, l'encadrement, la formation nécessaire, leur apporter l'accompagnement aussi des pouvoirs publics en termes de législation. Et voilà, leur donner leur opportunité parce que ça peut créer de l'emploi, ça peut donner des opportunités à des jeunes de pouvoir s'exprimer d'une autre manière. C'est pourquoi la prochaine édition du FEJA? On attend de voir comment la Covid va... Ça peut se faire virtuellement aussi. Effectivement. Oui, donc voilà, on est en train de voir. D'accord, très bien. Next step, après le trophée de champion de Côte d'Ivoire, c'est quoi le next step? Bon, step où d'abord je suis déjà une fois champion d'Afrique. Là, le next step, c'est d'essayer d'être un champion du monde. Et puis de rentrer dans le monde vraiment professionnel en Europe, dans les structures comme le FC Barcelone, eSport et autres. D'accord, très bien.
faut peut-être avoir un œil de lynx pour... Non, j'essaie de faire une transition, ça ne marche pas du tout. C'est juste pour annoncer Madame Pompi et compagnie. Ça parle de l'œil de lynx ce soir. On va regarder. J'ai dit chérie. Je n'étais pas encore dit ce que Bazaï a fait. La dernière fois, je lui dis, Bazaï allume le climatiseur dans la chambre le temps que j'aille me coucher. Elle prend la télécommande de la télé et puis elle va allumer, elle vient me dire, Tanti, ça ne marche pas. Bazaï, elle est trop bête. Bazaï est bête. Là même, je l'envoie au marché, je ne sais même pas ce qu'elle va me ramener. On va venir avec n'importe quoi, ça c'est sûr. Mais j'ai dit, je te parle depuis que tu es sur ton téléphone. Je travaille. Là, tu travailles. Toi aussi, quand même. Au moins, il faut me regarder un peu. Ou bien laisse-moi t'aider. Oh, Chantal, tu es comptable. Je suis comptable comment? On est dans un couple. Si tu as des difficultés au travail, je peux t'aider. Il t'a dit que j'ai des difficultés? D'accord, bon. Je vais faire un peu de rangement. Ouh! Là. Tu as quoi, Julie? Aïe. J'ai dit, je vais faire du rangement. Je t'ai dit les poussins, il ne faut pas te toucher dessus. Ça fait que ça les aplatit. Toujours on te parle. Tu es là, tu ne peux pas. Seigneur Jésus. Aïe. On peut se déplacer comme ça dans le canapé? On peut se déplacer comme ça dans la maison. Hein? D'accord. Les fleurs là même, tu es obligé de toujours arroser, sinon. Chantal. Oh, aide-moi. Tu vas te blesser. Je vais me 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 blesser. On te dit de placer ton téléphone bien. Tu es là jusqu'à je vais me blesser. Ah. Je n'ai pas aimé ça. Yako. Faut aller dormir. Madame Pompi et compagnie à retrouver tous les soirs dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On marque une pause, ce sera la toute dernière. Juste derrière, la T-Band, l'orchestre résident se met en place pour nous offrir deux interprétations bien enlevées, bien relevées, en tout cas on l'espère. A tout de suite. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage. Wilfried Wounan qui tenait absolument, coûte que coûte, mordicus, de façon opiniâtre, à dire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais il tenait à nous dire quelque chose en 30 secondes. C'est ça, je voulais lancer un appel en fait à tous ces jeunes qui cherchent aujourd'hui un emploi. Il y a un secteur qui recrute, le secteur du jeu vidéo. Aujourd'hui, nous, à Workdy, on essaie de recruter des développeurs. On n'en a pas trouvé de ces derniers temps. D'accord. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. D'accord, très bien. Je rappelle que la présidentielle, c'est pour octobre et pas maintenant. Donc, il a lancé l'appel quand même, comme tout homme politique. Merci à Wilfried Wounan d'être passé par la télé d'ici. Merci à Sidik Bakayoko. Merci également à Jean-Claude Vlédé. Merci à Princesse. On vous laisse en compagnie de l'orchestre résident, la T-Band qui nous offre ce soir deux reprises. Bring It On Home. J'espère que le France vient. Non. Bring It Home. C'est ça, de Sam Cooke. L'inusable, l'inoxydable Sam Cooke. Et également une autre reprise, celle de Adele, Someone Like You. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band. Right now.
ever change your mind about leaving me behind, oh baby, bring it to me, bring me your sweet love, bring it home to me. Hey, I know how loud when you left, and I know it only hurt me. Oh baby, bring it to me, bring me your sweet love, bring it on home to me. I give you jewelry, and if you want money too, then it all I do for you. Oh baby, bring it to me, bring me your sweet love, bring it home to me. Ooh. Yes, sir. You know I'll always be your slave. And I'm burned, yes I'm burned on my grave. Oh, bring it to me, bring me your sweet love, bring it home to me. If you haven't changed your mind about leaving me behind, if you haven't changed your mind about leaving me behind, oh baby, bring it to me, bring me your sweet love, bring it on, bring it on, bring it on. Can't you hear me? Bring it on. You know I love you, and I know you too. Bring it home, bring it home, bring it home to me. Don't forget me, I beg. I remember you stay. Sometimes it lasts in love, and sometimes it burns and stays. I heard that you settle down, that you find a girl and you marry now. Heard that your dream comes true if you can
everything I didn't give to you. Oh, friend, why you so shy? And I hold back. Oh, high from lying. I had to turn out of the blue and find, but I could stand away. I couldn't find hope into my faith, and you'll be remembered that for me it's even over. Oh, never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't kill me, I'll be. I remember you said sometimes it lasts a long, and sometimes it hurts to stay. You know how life fly. Only yesterday was all the lie we burn and raise. Summer is, but by be surprised what a glory it is. I had to turn out of the blue and find, but I could stay away. I couldn't find hope in my faith. You'll be remembered that for me. See the over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I remember you stay. Sometimes it lasts till love, and sometimes it hurts. You stay. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I remember you stay. Sometimes it lasts till love, and sometimes it hurts to stay. Sometimes it lasts till love, and sometimes it hurts to stay. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you stay. Sometimes it lasts, sometimes it love, and love with you. Bring it on de Sam Cooke et Someone Like You, saupoudré et mijoté à la sauce T-Band. Good job, very good job.